On va y aller. Donc, bonjour. Bienvenue à ce webinaire de l'Institut des biens immobiliers du Canada. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Claudia Beauchemin. Je suis gestionnaire national du programme de sites contaminés à Service public et approvisionnement Canada, SPAC pour les intimes. Sinon, je travaille aussi avec l'Institut des biens immobiliers du Canada, puisque j'ai l'honneur de présider le prochain atelier sur les sites contaminés fédéraux. Je vous en reparlerai à la toute fin de la présentation. Donc, je vous remercie beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue au webinaire de l'IBIC qui présente le plan de travail annuel sur les sites contaminés fédéraux. Cette présentation est enregistrée. Le lien pour avoir accès à l'enregistrement, puis également à la présentation, vous sera transmis dans les prochains jours. Donc, la présentation d'aujourd'hui est divisée en 3 parties. Dans un premier temps, Éric Gay de Environnement et Changement climatique Canada donnera un aperçu du plan d'action pour les sites contaminés fédéraux, mieux connu sous le PASCF ou FICSAP en anglais. Ensuite, il devait y avoir Jeffrey Yakimchuk de Relations couronne autochtone et Affaires du Nord du Canada. Mais il y a un empêchement aujourd'hui, vraiment de dernière minute. Donc, ça sera Diane Thériault de SPAC, qui est ma collègue de travail, qui présentera brièvement le programme de remise en état des mines abandonnées du Nord. Et puis, je vais vous revoir. Donc, je vais venir conclure la présentation en présentant la planification de la demande liée aux années restantes de la phase 4 du PASCF, soit l'année en cours et puis les 2 années suivantes. Tout au long de la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans la question-réponse. Donc, en bas, vous voyez en bas de votre écran, la boîte Q&A, questions-réponses. Donc, on va prendre le temps à la fin de la présentation de répondre aux questions. Il y aura aussi une période de questions interactives. Donc, vous serez invité à ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. En utilisant la fonction le main levé, on va pouvoir vous permettre l'ouverture du micro. Avant de céder la parole à Éric, je propose un court sondage. J'ai donc 3 questions pour vous qui vont apparaître à votre écran. Vous pourrez répondre directement. Première question, est-ce que vous travaillez pour le secteur privé ou le gouvernement fédéral? Mais je vois que ça commence à rentrer. Donc, on peut présenter. Oh, ça rentre encore. On peut présenter les résultats. Donc, ce que je comprends pour ceux qui ont répondu, c'est super. 50%, ça fait moitié-moitié. Vous venez autant du secteur privé que du gouvernement. Je vous remercie. Deuxième question, s'il vous plaît. Dans quelle province ou territoire travaillez-vous principalement? Il est possible de choisir plus d'une réponse. Donc, ça commence à bouger moins. On pourrait peut-être montrer les résultats. Pas étonnant, présentation en français, région du Québec principalement. Et dernière question, s'il vous plaît. Avez-vous déjà travaillé sur des contrats du gouvernement du Canada? Oui, non. Donc, pour la majorité des gens, vous avez déjà travaillé avec nous. Vous savez donc un peu comment ça fonctionne. Mais j'espère que la présentation va quand même vous apprendre de nouveaux aspects. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos réponses et pour votre participation à ce court sondage. Je vais céder la parole à Éric. Bonne présentation, tout le monde. On se revoit et on se reparle un petit peu plus tard.
Je- bonjour tout le monde. Merci Claudia pour l'introduction. Comme mentionné, mon nom est Éric Gay. Je suis gestionnaire au plan d'action fédéral sur les sites contaminés fédéraux. Je suis principalement, ou entre autres, responsable du plan de travail du programme. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un aperçu du plan pour ceux qui ne le connaissent pas et un peu d'informations supplémentaires pour ceux qui le connaissent. Prochaine. Donc, au niveau du contexte, comme on sait, il y a des dizaines de milliers de sites contaminés au Canada. La plupart sont sur des terres privées appartenant à des municipalités, aux provinces ou aux territoires. D'un point de vue fédéral, on a environ 6300 sites contaminés actifs ou soupçonnés qui sont actuellement dans notre inventaire. Pourquoi un plan d'action sur les sites contaminés fédéraux? C'est en réponse à une vérification du Bureau du vérificateur général au début des années 2000 qui demandait de réduire les risques pour la santé humaine et l'environnement et l'aspect financier liés à nos sites contaminés. Pour les 3 premières phases du programme, donc le programme est généralement divisé en phases de plus ou moins 5 ans. Donc, pour les 3 premières phases, de 2005 à 2020, le programme a dépensé plus ou moins 4,5 milliards de dollars en assainissement et en caractérisation. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, alors que le programme devait se terminer en 2020, le programme a été renouvelé pour 15 autres années, 3 phases. Nous sommes actuellement dans la première phase qui a débuté en 2020 et qui se continue jusqu'en 2025, dans lequel nous investirons plus ou moins 1,2 milliard de dollars en assainissement et en caractérisation de sites. Le programme comme tel se fait en partenariat avec 17 ministères ou organismes gardiens d'un point de vue fédéral, 4 ministères de soutien expert et le secrétariat du PAECF pour lequel je travaille. Donc, le rôle d'Environnement Canada là-dedans, Environnement Canada est le ministère fédéral responsable de fournir du soutien au niveau des sites contaminés. Donc, il fait à l'aide d'un secrétariat. Et on travaille également en support, ou avec le support plutôt du secrétariat du Conseil du Trésor dans la gestion de programme. On est également une source de soutien ou de conseils techniques. Puis, Environnement Canada, comme ministère gardien, a également ses propres sites contaminés qu'il doit gérer. Pourquoi avoir renouvelé le programme? Ben, à la fin des 3 premières phases, on s'est aperçu qu'il restait quand même un passif environnemental important. Donc, on voit qu'ici, avec les chiffres les plus récents qu'on a, là, à la fin de l'exercice financier 2021-2022, on avait plus de 2 000 $ qui demeuraient dans le passif fédéral pour les sites contaminés qui sont potentiellement ou qui sont éligibles au PAECF. Prochaine. Quels sont les sites qui sont généralement admissibles au financement dans le cadre du PAECF? Donc, il y a les sites, évidemment, qui sont sous responsabilité fédérale, donc les terres qui se situent directement sur les terres fédérales. Il y a les terres non fédérales où le gouvernement a causé de la contamination. Donc, on peut penser à des terres qu'on aurait louées et on aurait causé une contamination sur ces terres-là. Puis également les terres non fédérales dont le gouvernement a accepté la responsabilité environnementale et le passif environnemental qui est associé. Le programme est principalement basé pour traiter la contamination héritée des années antérieures. Et quand on parle d'années antérieures, on parle avant 1998, avant que, si vous voulez, que l'aspect environnemental au niveau légal, réglementaire, au niveau des politiques devienne plus, encadre plus les opérations, si on veut, des ministères fédéraux. Le programme est là pour adresser les sites
est essentiellement là pour adresser les sites qui ont une plus grande priorité ou qu'on peut penser qui ont un plus haut niveau de risque d'avoir un impact sur la santé humaine ou l'environnement. Donc, de notre côté, ces sites-là sont identifiés comme des sites de classe 1 ou de classe 2. Dans la nouvelle mouture du programme, il y a pour les terres autochtones ou principalement sur réserve, il y a d'autres critères d'admissibilité qui ont été ajoutés, mais essentiellement, le programme est là pour adresser la contamination sur les sites à risque élevé ou moyennement élevé. Au niveau du financement, on fournit du financement pour l'évaluation, pour l'assainissement, gestion des risques, et également on fournit de l'information, je pense, mais c'est du financement que je voulais dire, au niveau des ministères, et on leur fournit également du financement au niveau de leur gestion de programme. Et comme je le mentionnais un peu, la phase 4, comparativement à la phase précédente, a des critères d'éligibilité et d'admissibilité un peu élargis. Si on pense aux terres, aux sites contaminés sur réserve. Puis il y a également d'autres exemples où on aurait des sites contaminés de plus faible priorité, mais qui pourraient se situer dans une région géographique similaire à un site de plus forte priorité. Alors à ce moment-là, ces sites-là pourraient être regroupés ensemble et le site de plus faible priorité deviendrait admissible au programme. Prochaine. Également, donc, il y a des sites contaminés fédéraux qui ne sont pas éligibles au PASCF. Donc, d'autres sources de financement sont utilisées pour effectuer les travaux sur ces terres-là. On peut, pour ceux qui connaissent le programme depuis un certain temps, anciennement, les 8 grosses mines qui sont dans le Nord étaient inclus dans le programme. C'est pour ça que le passif associé au programme était plus élevé. Mais maintenant, ces 8 grosses mines-là font partie d'un programme séparé. Et puis, les gardiens, pour les sites qui ne sont pas admissibles au PACF, généralement, utilisent des fonds de leurs opérations pour travailler sur ces sites-là. Prochaine. Donc, tous ces beaux sites fédéraux-là, qu'ils soient éligibles ou non au PASCF, mais tout site fédéral est répertorié, connu ou suspect, et répertorié dans l'inventaire des sites contaminés fédéraux. Donc, le gouvernement fédéral tient un inventaire sous le chapeau du Conseil du Trésor, et cet inventaire-là est accessible au public et mis à jour annuellement. Donc, nous sommes à compléter en ce moment, d'ici à la fin juin, la mise à jour annuelle de l'information dans l'inventaire, et l'inventaire peut être accessible au lien que vous voyez ici. Présentement, dans l'inventaire, il y a plus ou moins 24 000 sites contaminés, dont 5 000 sites qu'on considère actifs, 1 500 sites qu'on considère soupçonnés, donc ils ont besoin d'évaluation pour statuer sur leur état. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a environ 18 000 sites qui ont été fermés après l'assainissement ou la conclusion d'évaluation, nous indiquant qu'il n'y avait pas de risque important associé à ces sites-là. Prochaine. Donc, si je ne passerai pas en revue la carte ou l'information qu'on y retrouve, mais à titre d'information, vous retrouvez la répartition géographique à travers le pays des sites soupçonnés ou des sites actifs par région. Donc, l'information est disponible pour vous aujourd'hui. Prochaine. Les réalisations du PACF au niveau des 17 dernières années, donc 5 milliards de dollars ont été investis jusqu'à maintenant dans le programme. 2100 sites sur lesquels on a fait de l'assainissement et dont 1800 où l'assainissement ou la gestion des risques est entièrement terminée. Au niveau économique ou la formation professionnelle, si on veut, il y a plus de 25 000 emplois directs créés et plus de 2 milliards de dollars investis dans le nord du Canada. Et également au niveau scientifique ou support technique, si vous voulez, près d'une centaine de lignes directrices
ou de conseils, d'outils ou de guides reliés à la qualité de l'environnement qui ont été développés au cours des années. Prochaine. Le renouvellement du programme et la venue de la phase 4 nous a permis de lier d'autres priorités du gouvernement fédéral au programme. Donc, comme mentionné précédemment, plus ou moins 1,2 milliard de dollars pour la phase 4, qui va essentiellement, dont les objectifs principaux demeurent d'avoir des mesures hiérarchisées au niveau de la priorité, d'avoir une planification collaborative avec les différents intervenants du milieu et maintenir une communication avec l'industrie. Pour ce qui est le lien avec les autres priorités du gouvernement fédéral, définitivement une plus grande implication, mobilisation des communautés autochtones, un focus sur le développement de technologies d'assainissement novatrices, puis une résilience au changement climatique. Prochaine. Ici, vous avez un portrait rapide en termes de financement. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la phase 4 ou qu'est-ce qui est prévu? Donc, au niveau de l'assainissement, 1 milliard de dollars pour au-dessus de 1300 sites. En termes d'évaluation, 24 millions pour 242 sites. On a près de au-dessus de 80 millions de dollars qui est réparti entre les ministères pour faire la gestion du programme pour un total de 1,2 milliard. Prochaine. Renseignements supplémentaires, donc à l'adresse Internet suivante, vous allez trouver de l'information supplémentaire sur le programme, rapport annuel ou autre information. Et pour toute question que vous avez, on vous invite à nous contacter à l'adresse courriel sur la diapositive. Nous faisons un suivi en permanence de cette boîte générique-là. Donc, toute question, soyez assurés que toute question, demande d'information qui nous sera acheminée à cette adresse-là sera répondue dans les plus brefs délais. Prochain. Donc, de mon côté, ça concluait la présentation sur le plan d'action des sites contaminés fédéraux. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Diane Thériault qui va vous entretenir sur 2 autres sujets. Merci. Merci, Eric. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Diane Thériault. Je travaille avec Service public Approvisionnement Canada. Puis comme Claudia a mentionné, Jeffrey ne peut pas être avec nous autres aujourd'hui, malheureusement. Ça fait que je fais de mon mieux pour vous présenter le programme de remise en état des mines abandonnées du Nord et les 2 projets majeurs du programme. Donc, le programme a débuté en 2020 et représente un investissement de 2,2 milliards de dollars sur 15 ans. Le ministère gère des 8 plus grands projets d'assainissement au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest que vous voyez dans le tableau ici. Les 8 projets faisaient partie du plan d'action des sites contaminés fédéraux avant le début du nouveau programme des mines abandonnées. La raison pour la création de ce nouveau programme est qu'il permet des appels d'offres à plus long terme. Et aussi, ça donne une plus grande certitude pour les communautés affectées et des opportunités économiques accrues pour les peuples autochtones et les habitants du Nord. Les 2 projets majeurs de ce groupe sont la mine Giant et la mine Pharaoh. Donc, voici une carte qui vous montre les projets miniers et les communautés Premières Nations situées à proximité des sites. En plus d'être des sites vastes et complexes techniquement, plusieurs de ces projets miniers sont également éloignés des centres urbains, ce qui ajoute un autre élément de complexité à la gestion de ces projets. La mine Giant et la mine Pharaoh sont classées comme les projets majeurs pour Relations couronne autochtone et Affaires du Nord Canada à cause de leur coût élevé et leur taille.
La grande majorité du passif environnemental pour le ministère est attribuée à ces deux projets. La mine Giant est une ancienne mine d'or située dans la ville de Yellowknife. Il y a plusieurs dangers au site, principalement les déchets de trioxyde d'arsenic. À cause de son histoire et proximité à Yellowknife, c'est un site qu'on voit souvent dans les médias. Parsons Inc. est le chef de chantier principal des travaux de construction et s'occupe de l'entretien quotidien du site. Pour vous donner un peu un sens du travail récent, l'année dernière, le projet a complété les conceptions finales des plans d'assainissement et a aussi commencé la construction des premiers travaux d'assainissement. Pour cette année, les objectifs sont d'attribuer le contrat de construction pour l'usine de traitement des eaux, compléter la décontamination et la déconstruction de l'ancien site de la ville et aussi de conclure une étude sur les résidus du South Pond. La mine Faro est située à 4 heures au nord-ouest de Whitehorse, au Yukon. Anciennement, c'était la plus grande mine à ciel ouvert de plomb et de zinc au monde. Ce site est maintenant l'un des sites contaminés les plus coûteux au Canada. Les risques importants au site sont les stériles acidogènes, les résidus miniers et l'eau contaminée. Les étapes importantes de l'année dernière étaient l'acquisition d'un chef de chantier principal, de la construction et la transition du projet vers un modèle de réalisation de projets conjoints avec Services publics et Approvisionnement Canada. Cette année, le projet veut progresser le contrat pour la conception de l'usine de traitement des eaux permanente, terminer le processus d'examen de l'évaluation environnementale et socio-économique et aussi continuer l'élimination des rejets d'eau. Donc, ça termine la présentation du programme des mines abandonnées du Nord. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Jeffrey directement. Ses coordonnées sont à la fin de la présentation. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions dans la boîte questions et réponses et on va vous revenir avec une réponse aussitôt que possible. Donc, je laisse la parole à Claudia qui va nous parler des prévisions de la demande reliées aux sites contaminés fédéraux. Bonjour. Donc, je vous présente, c'est ça les prévisions de la demande reliée aux sites contaminés fédéraux. J'aimerais commencer par une mise en contexte dans la phase 4. Vous me voyez pas là, je comprends que vous me voyez. Je comprends pas, j'avais des fêtes. Bon, donc, dans la phase 4 du plan d'action sur les sites contaminés fédéraux, SPAC a le mandat de communiquer au secteur privé la prévision des dépenses qui est planifiée dans le plan de travail des gardiens qui reçoivent des fonds. Donc, le but de cet exercice-là est de permettre à l'industrie de l'environnement de connaître les besoins du gouvernement du Canada et de s'organiser pour être en mesure de livrer le programme de travail, qui est quand même ambitieux, là, vous allez voir. Donc, je vais vous présenter la planification des dépenses pour l'année en cours, qui a débuté en avril, et pour les 2 années suivantes là, qui vont compléter la phase 4 du FICSAP, du PACF, du PACF. Donc, on va aller à la diapo suivante. Avant de vous présenter tout ça, quelques mises en garde. Vous allez vous en douter, les chiffres que je vais présenter, ils représentent, c'est comme une photo finalement de la situation actuelle. Donc, c'est l'information la plus à jour qui est actuellement disponible. Les plans de travail sont mis à jour annuellement. Les données, ils proviennent des plans de travail des ministères gardiens, mais également de l'inventaire des sites contaminés fédéraux. Les prévisions sont nécessairement sujettes à changement. D'ailleurs, pour ceux qui sont familiers, les retards surviennent parfois dans les projets pour différentes raisons, comme les conditions météo, retard dans la chaîne, dans les chaînes d'approvisionnement.
On voit ça beaucoup ces jours-ci, ou par exemple la pandémie, ce qu'on a vécu les 2 dernières années. Donc, bien qu'un projet soit approuvé puis que le financement soit disponible, il est possible que certains projets n'aillent pas de l'avant dans l'échéancier qui était initialement prévu. Finalement, les mises à jour qui sont faites de façon annuelle vont permettre d'avoir une idée plus juste là, des aspects budgétaires, mais aussi de la répartition des fonds, que ce soit entre projets ou entre ministères gardiens, de l'ordonnancement des travaux et tout. Donc, ça, c'était pour les mises en garde. Allons-y avec les données. C'est pas une mise en garde, mais je vais juste vous prévenir qu'on n'ira pas dans le détail. On n'ira pas dans le détail des projets de façon individuelle. C'est quand même les grandes lignes que je vous présente. Donc, sur cette diapositive-là, on voit un aperçu national pour l'année en cours qui vient de débuter le 1er avril. Donc, vous voyez en haut à gauche de votre écran, on planifie des dépenses de l'ordre de 320 millions de dollars pour l'année, soit un peu moins de 10 millions de dollars en évaluation. Évaluation, on parle de phase 1, 2, 3 principalement, donc les travaux de caractérisation, mais aussi ça peut inclure les aspects d'analyse de risque. Tandis qu'on prévoit dépenser 310 millions de dollars en assainissement suivi à long terme, donc réhabilitation des sites. Ce qui fait que 97% du budget total est consacré à des activités de réhabilitation environnementale. Dans le graphique en haut à droite, on présente la répartition des fonds pour les activités d'évaluation. Vous pouvez constater que le ministère de la Défense nationale, qui est indiqué comme étant MDN, c'est l'acronyme, a la plus grande part du budget, ce qui est suivi d'Environnement et Changement climatique Canada et de Services aux Autochtones. Le graphique en bas montre la répartition des fonds de réhabilitation et de suivi à long terme. Donc, encore une fois, on voit que le MDN a la plus grande part la part la plus importante du budget, ce qui est suivi par Relations couronne autochtone et Affaires du Nord, donc l'acronyme RCAAN, et Services aux Autochtones Canada, qui est indiqué comme étant SAC. Puis finalement, le graphique circulaire présente les chiffres par région pour l'année en cours. Vous pouvez voir que la région du Pacifique, c'est la région qui reçoit la plus grande partie des fonds qui vont être investis en fonction des prévisions, suivi de la région du Nord qui inclut les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, puis l'Ontario. Ensuite vient le Québec avec 12% de l'enveloppe budgétaire. Les prairies, finalement la région de l'Atlantique. À la diapositive suivante, on montre la répartition en fonction du fournisseur de services. Donc, l'organisation qui va émettre les contrats. SPAC, c'est Services publics et approvisionnement Canada. CDC correspond à Construction et Défense Canada. Donc, CDC sert exclusivement le ministère de la Défense nationale. Tandis que interne, ça regroupe les ministères ou les organismes qui émettent eux-mêmes leurs contrats. De la même façon que les investissements qui sont réalisés par Services aux Autochtones Canada par l'entremise d'accords et de subventions, d'accords de subvention et de contribution aux Premières Nations ou au Conseil de vente. Pour l'année en cours, on voit que les contrats proviendront principalement de SPAC, autant pour l'évaluation que pour l'assainissement. La suivante, on va présenter les chiffres pour les 2 années qui vont suivre, donc les 2 dernières années de la phase 4 du programme. Ça totalise 651 millions de dollars, soit 8 millions de dollars en évaluation et 643 millions de dollars en assainissement. Donc, pour les 2 dernières années, c'est tout près de 99% du budget qui est consacré à l'assainissement et au suivi à long terme. Le diagramme en haut à droite montre la répartition des fonds par année. On voit bien là, que la majorité des fonds, ça l'illustre bien, vont à l'assainissement.
Tandis que le diagramme en bas montre la répartition des fonds par gardien. Puis encore une fois, c'est le ministère de la Défense nationale qui reçoit le plus de fonds, ce qui est suivi de Services aux Autochtones, la Couronne, Relations Couronne autochtones et Affaires du Nord, Transport Canada, puis ensuite le ministère des Pêches et Océans Canada. Le graphique circulaire montre la répartition par région. Donc, Pacifique, qui reçoit la plus grande proportion des fonds pour les 2 dernières années, suivi de l'Ontario, du Nord, ensuite le Québec avec 13 %, les Prairies, puis enfin l'Atlantique. On va regarder la répartition par fournisseur de services. Encore une fois, SPAC obtient la plus grande part, autant pour l'évaluation que pour l'assainissement. Toutes les prochaines diapositives, on décortique région par région. Donc, dans le contexte d'aujourd'hui, puisque la présentation est en français, puis puisque la majorité d'entre vous provenez de la région du Québec, on va regarder plus en profondeur, là, de façon plus minutieuse, les chiffres de la région du Québec. Je vais quand même vous montrer quelques autres régions pour voir les différences, parce que ça varie vraiment beaucoup d'une région à l'autre, autant au niveau de la répartition qu'au niveau là, du prestataire de service. Donc, voici les prévisions pour l'année en cours pour la région du Québec. Une enveloppe de 37,5 millions de dollars avec 1 million de dollars en évaluation, 36,5 en assainissement suivi à long terme. Dans le graphique du haut, on voit la répartition pour les fonds d'évaluation. C'est la société des terres qui s'appelle Pont-Jacques-Cartier-Champlain qui obtient la plus grande part du financement, ce qui est environ 50 % des fonds d'évaluation. En ce qui concerne les fonds d'assainissement puis de suivi à long terme, il y a 3 grands joueurs qui se partagent près de 84 % de l'enveloppe budgétaire, soit le ministère de la Défense, le ministère des Pêches et Océans Canada et Transport Canada. Donc ça, c'est pour l'année en cours. On va regarder le fournisseur de services. Ce qui est intéressant, vous allez pouvoir remarquer que pour la grande majorité des fonds d'évaluation, ce sont les gardiens eux-mêmes qui s'occupent des aspects contractuels. Donc, on voit là interne, ce qui est en gris. Pour les travaux de réhabilitation environnementale et de suivi, SPAC est en charge de la plus grande partie de la prestation de service, mais il y a quand même une proportion importante qui est livrée soit par CDC ou par les gardiens eux-mêmes. Concernant les 2 années suivantes pour la région du Québec, on affiche des prévisions de près de 85 millions de dollars pour l'ensemble des 2 années, principalement en assainissement, 84 millions de dollars en assainissement. On ne regardera pas tant le graphique d'en haut, peut-être juste pour vous démontrer que l'année 2023-2024 va être une grosse année. Mais sinon, si on s'attarde un petit peu plus au graphique du bas, on voit que Transport Canada est le gardien qui a de loin la plus grande enveloppe budgétaire. Quand même plus de 50 % du budget là, va à Transport Canada pour la région du Québec, qui est suivi de Pêche Océan et de Pont-Jacques-Cartier-Champlain. Quand on regarde au niveau de la répartition des fonds par fournisseur de services, encore une fois, en fait, en évaluation, il n'y a absolument rien qui est confié à SPAC. Donc, l'aspect contractuel est réalisé à l'interne, par les ministères gardiens eux-mêmes ou par CDC là, dans le cas de l'année 23-24. La situation est différente pour l'assainissement et le suivi à long terme. SPAC qui est le principal fournisseur de services pour les 2 années. J'aimerais qu'on vienne aux diapos précédentes pour aller voir la région de l'Atlantique pour l'année en cours. Donc, Diane est vraiment bonne à switch ça. Elle va vite aux bonnes diapositives. Donc, vous voyez que les fonds sont très majoritairement, en fait, je vais m'attarder là à la répartition. Je ne regarderai pas tant que ça les chiffres, mais les fonds sont majoritairement attribués au MDN, donc ministère de la Défense nationale, dans une proportion moindre à ministère de Pêche et Océans.
cette situation-là est reflétée dans la diapositive suivante, où on constate que le principal fournisseur de services, c'est Construction Défense Canada. Ce qui va de soi, là, en fait, la majorité des fonds s'en vont à la défense. Construction Défense Canada, c'est le prestataire de services de la défense, donc c'est eux qui vont gérer la plupart des contrats pour l'Atlantique. J'aimerais ça qu'on aille aux prairies pour l'année en cours. Donc, prairies, on parle du Manitoba, la Saskatchewan et de l'Alberta. Le diagramme du bas, je vais plus m'attarder au diagramme du bas, montre que les fonds d'assainissement vont en très grande proportion à service aux Autochtones. Vous voyez, c'est vraiment la très grande majorité. Si on va à la diapositive suivante, dans le diagramme de droite, on voit que pratiquement la livraison de services, c'est fournisseurs internes, donc les services internes. Donc, c'est encore là, dans ce cas-ci, ça va être par des contributions. Ce sera les Premières Nations, Conseil de bande qui vont faire leur propre approvisionnement. Donc, ça se reflète là, au niveau du prestataire de services, du fournisseur de services. Vous allez voir là, dans quelques minutes, vous verrez pourquoi j'insiste sur les fournisseurs de services. Mais avant, j'aimerais qu'on aille à l'outil cartographique. Donc, j'ai fini de vous présenter les chiffres. Je vais vous montrer un outil qui a été développé par Service public et Approvisionnement Canada, qui permet de visualiser les sites financés dans le cadre de la phase 4 du PASCF. Sur cette diapo, vous voyez le lien pour avoir accès à cet outil-là. Mais il y a également des liens vers GC Collab qui vous permettront d'avoir accès au manuel de l'utilisateur de la carte interactive, puis également du rapport d'analyse des prévisions. Ce que je vous ai présenté, c'est vraiment un aperçu, mais dans le rapport de la prévision qu'on publie, que SPAC publie à chaque année, les chiffres sont décortiqués vraiment plus en détail. C'est pour les 5 prochaines années. Les chiffres sont analysés en fonction du nombre de sites précis par gardien, en fonction du type de contaminant, en fonction du type est-ce que c'est les sols qui sont affectés, l'eau souterraine ou autre. Donc, on vous a inséré les liens parce qu'on pense que ce sont des documents qui peuvent vous être fort utiles. Donc, je reviendrai à l'outil cartographique interactif. C'est un visuel, c'est une photo qu'on a prise de ce qu'on peut voir à partir de l'outil. En cliquant sur un des sites, il y a une boîte qui apparaît dans laquelle on voit le nom du site, le gardien qui est responsable, la classification du site en termes de priorité d'intervention. Il y a un ordre de grandeur aussi des fonds qui sont prévus en évaluation puis en réhabilitation environnementale au courant de la phase 4. Les contaminants qui sont répertoriés sur ce site-là, quel milieu est affecté, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est le sol ou autre. On est actuellement en train de travailler pour bonifier l'outil, en fait, pour permettre des meilleures recherches là, à partir de cette carte-là. Donc, mais déjà, je pense que c'est un outil qui est fort utile. Donc, je vous invite à aller le consulter. À la diapo suivante, je ne vais vraiment pas passer à travers. L'idée, c'est que ça vous indique les étapes à suivre pour accéder à GC Collab. Je vais vous laisser lire tout ça. Puis, si vous avez des problèmes pour être en mesure d'accéder aux documents auxquels on vous a transmis les liens, bien, il y a également de l'assistance qui est possible. Là. Je pense qu'il y a un lien pour assistance. GC Collab. Sinon, vous pouvez joindre ma collègue Diane Thériault qui va tenter là, de vous guider dans tout ça. Les coordonnées, comme mentionné, sont indiquées dans cette diapo-là, mais également à la toute fin de la présentation. Je vais maintenant vous entretenir des approches d'approvisionnement. De façon générale, l'octroi de contrats de moindre valeur se fait par le biais d'outils d'approvisionnement.
Donc, moindre valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour des projets, pour des contrats de construction, généralement, on parle, ça peut dépendre des régions, là, mais des contrats en bas d'1 million de dollars. Pour certaines régions, je pense que c'est 400 000 dollars. On travaille avec des outils d'octroi de contrat. Sinon, ben, c'est directement affiché dans l'achat et vente. Pour les contrats de consultation, ça varie vraiment. Parfois, c'est jusqu'à 400 000 $. Des fois, c'est beaucoup moins. Donc, ce qui est important, en fait, de comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a différents types d'outils d'octroi de contrat. Peut-être que vous avez déjà entendu des offres à commande, arrangements en matière d'approvisionnement. Des fois, on dit AMA. Ou des autorisations de tâches. Le fonctionnement de chacun des outils est fort différent, puis je n'irai pas dans le détail parce que c'est assez pointu. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que le but des outils, c'est toujours le même, c'est de préqualifier des firmes ou des compagnies pour faciliter l'octroi de contrat puis diminuer les délais. Fait que ces outils-là, pour se qualifier, c'est aussi des appels d'offres qui sont publiés sur des plateformes. J'ai peut-être oublié de mentionner la validité la durée de la validité des outils varie. Ça peut être de 2 à 4 ans, dépendant des différents outils. Puis le nombre de firmes qualifiées aussi peut varier. Donc, les contrats de plus grande valeur, de la même façon que pour se qualifier aux outils eux-mêmes, c'est affiché sur des plateformes qui sont donc achat et vente ou bien MERX. MERX principalement pour Construction et Défense Canada. Fait que tout à l'heure, je mentionnais là, spécifiquement le prestataire de services. Bien, dépendant quel type de contrat vous visez, vous allez peut-être vouloir vous référer à une plateforme plutôt qu'une autre. Ce qui est intéressant aussi avec ces plateformes-là, c'est que vous pouvez suivre les appels d'offres, vous pouvez vous inscrire à des alertes pour les nouveaux affichages. Entre autres, achat et vente, ça permet aussi de trouver beaucoup de renseignements pour mieux comprendre les processus d'approvisionnement du gouvernement. À noter que SPAC a récemment lancé une nouvelle plateforme d'approvisionnement en ligne qui s'appelle Achat Canada, qui va remplacer éventuellement Achat et vente. Il va y avoir une période de transition. Pour l'instant, tous nos appels d'offres sont toujours publiés sur Achat et vente, mais on va commencer graduellement à ajouter un lien vers la nouvelle plateforme. Puis cette nouvelle plateforme-là permettra de rationaliser les processus d'approvisionnement, par exemple en passant à un approvisionnement uniquement électronique, puis besoin de soumettre des copies papier. Aussi, ça va vous permettre de créer des profils d'entreprise qui vont aller d'une soumission à l'autre. Vous n'aurez pas à rentrer toujours les mêmes informations. Donc, je vous invite à consulter les sites web plus spécifiquement pour en apprendre plus. Puis, en ce qui concerne les contrats qui sont émis par les Premières Nations, puis les conseils de bande, suite aux accords de subvention puis de contribution, les mécanismes d'approvisionnement sont vraiment variables. C'est eux qui gèrent ça de façon autonome. Donc, je ne suis pas en mesure de vous donner beaucoup de détails, savoir où chercher à ce niveau-là. On va aller à la prochaine diapo qui présente Soutien en approvisionnement Canada. C'est le nouveau nom. Pour ceux qui étaient plus familiers là, du Bureau des petites et moyennes entreprises, ils ont changé de nom. Donc, ça s'appelle désormais Soutien en approvisionnement Canada. Cette organisation-là a pour but d'aider les petites et moyennes entreprises, spécifiquement pour les aspects d'approvisionnement. Donc, comment présenter une soumission, comment naviguer dans les processus d'approvisionnement, comment vous enregistrer comme fournisseur de services, etc. Ils vont être en mesure d'écouter vos préoccupations, puis de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à communiquer avec eux. Les coordonnées sont à la fin de la présentation. Très brièvement, la prochaine diapo, je vais commencer à me dépêcher parce qu'il reste moins de temps. Je veux qu'on ait du temps pour les questions. Donc, je ne vais pas passer sous silence le fait que le gouvernement tente d'augmenter la participation autochtone au niveau de la passation des marchés. Entre autres, Service public et approvisionnement Canada a mis en place des outils de marché, marché réservés autochtones pour des projets qui sont réalisés sur les réserves ou en territoire autochtone.
Il y a donc des marchés réservés dans les régions de l'Atlantique, du Québec et de l'Ontario. Dans les autres régions, c'est d'autres stratégies qui ont été mises en place. Il y a autre chose. Donc, ce sont des critères qui sont intégrés aux appels d'offres en vue d'inclure des avantages socio-économiques pour les communautés autochtones qui vivent à proximité de ces sites-là. Les critères peuvent aider à promouvoir l'emploi des Autochtones, la formation, la sous-traitance aux entreprises autochtones. Donc, c'est des mesures qui sont prises pour favoriser la participation autochtone. Puis finalement, dernière diapo, je vais vous dire 2 mots sur Carrefour de croissance propre. C'est une source d'information puis de conseils en lien avec les programmes d'aide fédéraux en matière de technologie propre. Et on peut comprendre innovante aussi. Ils tentent de comprendre les besoins, puis de les lier à des programmes de financement qui sont existants, des services d'experts fédéraux qui peuvent répondre aux questions, un soutien en fonction de la réglementation, des normes, des marchés. Donc, je vous invite à communiquer avec eux si vous croyez ou si vous faites la promotion de technologies propres. Ils peuvent très certainement vous donner un coup de main. Donc, ça met fin à la présentation. On irait à la période de questions. Là, je vais regarder. Je sais que tout à l'heure, il y avait une question. C'est marqué « Answered ». Est-ce que les anciens opérateurs de ces mines sont tenus? Je comprends. Est-ce que ça a été répondu, cette question-là? Oui, Eric a répondu dans le chat. Là, on va faire la procédure pour vous permettre d'ouvrir éventuellement vos micros en levant la main. Je vous invite, si vous avez des questions, à lever votre main. C'est toujours plus le fun de se parler. Si ça vous tente moins, vous pouvez aussi écrire vos questions dans questions-réponses, Q&A. J'invite aussi les autres présentateurs à ouvrir vos caméras qu'on voit. Allô? Vous êtes bien silencieux. Est-ce qu'il y a des questions ou on a été tellement clair qu'on a répondu à tout? Claudia, peut-être une information intéressante dans le chat. J'ai partagé la liste des sites pour lesquels il y aura des investissements de fait au cours des 3 prochaines années, soit en caractérisation ou en assainissement. Donc, si vous voulez, par rapport aux projections que Claudia vous a présentées, vous n'aurez pas la ventilation des coûts estimés par projet, mais du moins, vous allez avoir plus de détails par rapport aux graphiques qui vous ont été présentés. Je pense que c'est un bon outil complémentaire en lien avec la carte interactive. Donc, en regardant les deux côte à côte, vous allez être en mesure de voir aussi géographiquement où les sites se situent, puis d'avoir accès à la liste. C'est un bon complément. Donc, je ne vois pas de main, je ne vois pas de questions. Vous pouvez lever votre main pour nous dire bonjour aussi, si le cœur vous en dit. Il nous reste 9 minutes avant la fin de la présentation. Ah, on a une main de Marie-Odile Fouchecourt. Est-ce que c'est possible? Je pense que Marie-Odile, c'est possible de débarrer le micro là vous-même, donc ouvrir le micro. Ah, voilà. Ah, bravo. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question concernant les... j'ai oublié le terme exact, mais j'avais vu passer un document draft dans lequel il y avait des spécifications sur ce que les fournisseurs doivent faire pour documenter leurs actions en termes de bonnes pratiques en termes d'émissions, gaz à effet de serre, protection de l'environnement, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de certain qui s'en vient bientôt pour les appels d'offres dans ce domaine-là? Je suis contente d'avoir cette question-là.
La région du Québec a développé un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour les projets de caractérisation ou de réhabilitation de sites. Donc, c'est vraiment, c'est tout chaud, là. Ça vient tout juste d'être produit. Puis, effectivement, minimalement pour les projets qui sont réalisés par et pour Service public et approvisionnement Canada, on va exiger. Donc, ça va faire partie du contrat. Ça va être un livrable supplémentaire. C'est pas grand-chose, hein? C'est un tableau Excel à remplir. Ça va être un livrable supplémentaire qui va être demandé aux consultants ou aux entrepreneurs dans le cadre de la réalisation de leur mandat. On souhaite que les gardiens participent également, puis qu'ils le demandent sur leur projet. Donc, on a présenté l'outil, puis on a bon espoir là, que ça se propage. Le but étant, pour le moment, on a très peu de données, sinon voire à peu près pas. On souhaite avoir des données à ce niveau-là, puis éventuellement être en mesure d'intégrer l'aspect d'émissions de gaz à effet de serre dans notre sélection des approches de réhabilitation et ou quand on fait l'analyse des propositions de services. Fait que c'est ça le but ultime là, dans quelques années. Fait que, oui, il y a quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines, mois. Ce que je comprends, c'est que pour l'instant, vous êtes plus dans l'optique de ramasser de l'information, puis peut-être dans les années, peut-être dans 4, 5 ans, 10 ans, ben, j'espère avant 10 ans, ça va faire partie un peu des paramètres de sélection des fournisseurs, d'avoir les meilleures pratiques à ce niveau-là. Exactement. On en est là. Fait que vous avez vraiment bien compris. On essaye finalement de documenter pour le moment, puis de faire une tête pour être en mesure d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir l'intégrer comme étant des critères de sélection. Ouais. C'est sûr qu'il faut donner aussi aux fournisseurs le temps de s'organiser avec ça, puis d'être capable de ramasser l'information, mais c'est pas si évident que ça en a l'air non plus. Oui, ben c'est ça. Ben, l'outil est quand même assez simple. Là. Ça fonctionne avec les consommations de carburant. On peut y aller avec les kilomètres ou on peut y aller avec il y a différentes options, mais c'est pas le sachant à l'avance. Au moment de la soumission, je pense que les gens sont capables de s'organiser puis ils peuvent budgéter en fonction de ça aussi. Là, ils le savent. Là. Donc, ça s'en vient. Est-ce qu'il y a une version comme préliminaire de cet outil qui est disponible ou Pas pour le moment, ça va être. On est en train de se creuser la tête comment comment on va le partager, mais très certainement les contrats pour lesquels ça va être demandé, ben ça va être joint à l'appel d'offres. Et puis, mais on pourra s'en reparler si vous voulez. On pourra partager le mode de fonctionnement, certainement. Okay. N'hésitez pas à communiquer avec nous, là, Diane ou moi, puis on va être en mesure de regarder ça avec vous. D'accord, merci. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, salutations? Cinq minutes. Ben, j'ai presque envie de vous dire au revoir à ce moment-là. Peut-être qu'on peut, Diane, tu peux peut-être réafficher ton écran. J'aurais juste voulu vous partager deux petites dernières informations avant de vous laisser aller. Ce sont nos coordonnées. Donc, vous l'avez dans la présentation. Le lien pour la présentation va vous être transmis dans les prochains jours. N'hésitez pas, surtout, à nous contacter si vous avez questions, si vous voulez discuter avec nous. Ça va nous faire plaisir. Et puis, j'irai à la prochaine diapo. Je voulais aussi, avant de mettre un terme à cette présentation-là, vous annoncer le thème du prochain atelier régional pour les sites contaminés fédéraux de l'IBIC. Donc, le thème sera les considérations relatives au changement climatique dans la gestion des sites contaminés. On est bien content là, d'entendre parler de cet aspect-là. C'est de plus en plus important. Donc, cet atelier aura lieu de façon virtuelle, malheureusement, les 2 et 3 novembre prochains. Il y aura un appel pour les résumés de présentation qui va être transmis dans les prochaines semaines.
Fait que voilà, c'était l'information que je voulais vous transmettre. Je vais prendre le temps de vous remercier à tous pour votre participation aujourd'hui, de vous être joints à nous. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, j'ai bien hâte d'avoir l'opportunité de vous rencontrer en personne prochainement. Mais d'ici là, ben, on attend que vous communiquiez avec nous, avec plaisir. Donc, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci tout le monde.